Bonjour à tous et toutes. Donc on n'a pas pu faire court tout à l'heure. Le vidéoprojecteur ne marchait pas dans l'amphi-H. Bon, en fait, il a été réparé ensuite et finalement, c'était pas si grave que ça. Donc on a perdu un petit peu de temps. Mais ce que je vous propose, c'est de faire ce cours de manière virtuelle au travers de cette vidéo. Et donc on se retrouve dans mon bureau en faisant ce cours parce que je crois qu'on a besoin d'avancer aussi dans le cours et que vous avez besoin de faire ce cours pour travailler votre direction d'études de demain et de cette semaine et aussi les travaux dirigés d'informatique. Et je ne veux pas perdre de temps par rapport à mes collègues des autres divisions. Donc voilà, on va expérimenter ce cours dans mon bureau de la MSE et avec cette vidéo. Alors on s'est arrêté la semaine dernière. Les règles du jeu sont les mêmes, hein. Le cours va durer 2 heures, enfin avec une pause au milieu, donc ça va peut-être faire un petit peu plus long parce que ça sera en live. Donc on y va, il est 4h moins quart et donc le cours sera achevé à 6h moins quart. Donc c'est parti pour ce cours. Donc j'ai deux éléments, hein. D'un côté, je vous rappelle, je manipule des fichiers Excel. Donc là je suis sur Excel avec les données. Vous pouvez retrouver ces données sur l'EPI. Et puis en même temps, j'ai mon tableau virtuel sur lequel je travaille. Donc comme d'habitude, on va compléter ce tableau virtuel. On avait terminé la semaine dernière on avait vu plusieurs notions. On avait vu la notion de coefficient multiplicateur. Donc le coefficient multiplicateur de l'année 1 par rapport à l'année 0, qui est simplement la division de la valeur de x à la date 1 divisée par la valeur de x à la date 0. Donc savoir de combien a été multipliée la variable entre les deux dates. On avait vu également la notion de taux de variation, donc qu'on exprime en pourcentage, qui est simplement le multiplicateur moins 1, d'accord. Et on va voir une troisième manière d'exprimer les choses, c'est par ce qu'on appelle les indices. Alors des indices, en fait, c'est juste un multiplicateur que l'on réexprime en quelque sorte. Lorsque le multiplicateur vaut 1, la variable n'a pas bougé, donc la valeur de 1, c'est la valeur de date 1, c'est la valeur de date 0. Et de la même manière, en fait, un indice, c'est quelque chose que l'on mesure en base 100, c'est-à-dire on rapporte la valeur de la date 1 à 100 à la date 0. Donc on va mesurer la grandeur en base 100 année 0. Donc cet indice élémentaire, il est exprimé ici, I1 sachant 0, c'est 100 fois le coefficient multiplicateur, on le multiplie simplement par 100. Et donc ce coefficient multiplicateur, c'est simplement 100 fois x1 multiplié par x0. Donc l'année de base, qu'on appelle la base, l'année de base, on voit là sur le fichier Excel qui est en dessous, hein. Vous voyez, on prend, par exemple ici on exprime ça en base 100 2008, ça signifie que le PIB en base 100 en 2008 on le ramène à 100, et puis on exprime le PIB en 2009 par rapport à cette base 100, etc. Donc typiquement, le PIB en 2009 il vaut 97, base 100, ce qui signifie que simplement le coefficient multiplicateur entre 2008 et 2009 ça a été de 0,97. Donc c'est comme ça qu'on effectue ce calcul, c'est simplement tout ramener à une même base qui est la base 100. Pourquoi on fait ça? Parce que ce que l'on veut regarder, ce sont des évolutions relatives. Est-ce que telle ou telle grandeur a cru plus vite que telle ou telle autre? Donc on veut tout ramener à la même base, la même année, comme on voit ici dans ce tableau. Vous voyez que tout est exprimé par rapport à la base 100 2008. Pour faire ce calcul en base 100 2008, on peut aussi comprendre comment on le construit juste par rapport au fichier Excel. Donc vous voyez, c'est ce qu'on introduit ici dans la cellule. Si vous calculez la base 100 2008, vous allez simplement considérer la valeur, l'année courante, et puis vous allez diviser par la colonne B, et la colonne B correspond précisément à l'année de la base 1, et vous multipliez le tout par 100. Donc la base 100, c'est la situation de départ ou de référence qui est cette base en question. On reviendra peut-être un peu plus loin sur le fichier Excel. Donc voilà comment les choses se déroulent. Donc un autre exemple, l'indice base 100 en 2008 du PIB IDF 2011 est, il est de combien? Vous voyez, ici on a exprimé l'indice base 100 en 2008. Pour obtenir ces 105,4 qui sont exprimés là, simplement on rapporte le PIB de l'Île-de-France en 2011, on le divise par le PIB de l'Île-de-France en 2008 et on multiplie le tout par 100. D'accord ?
Et donc si on fait ce calcul-là, on trouve c'est 105,4. Dire que c'est 105,4, c'est la même chose que de dire que le coefficient multiplicateur entre 2008 et 2011 est de 1,054, ou encore que la variation, le taux de variation ici entre 2011 et 2008, ou plutôt entre 2008 et 2011, est de 5,4%. D'accord ? Là, je vous prie de noter, mais à chaque fois c'est la même chose. Hein. Ici, on a 4 dates, d'accord ? On a 4 années, mais on a 1, 2, 3 variations. Donc il s'agit bien ici d'une variation cumulée sur 3 ans, ça a augmenté de 5,4% dans ces 3 années considérées. Peut-être qu'on peut tenter de voir juste pour faire une petite manipulation sur Excel, puisque évidemment c'est important que vous maîtrisiez Excel. Donc je reprends le fichier Excel que j'ai, d'accord. Mes données, elles sont là, hein. Ça c'était les données, rappelez-vous, c'est les données brutes qu'on utilise, hein. Voilà, on les a déjà construites, on les a déjà rencontrées dans ces cellules. Et on regarde ce qu'on doit remplir comme tableau. Donc par exemple ici, on nous demande, bon, les coefficients multiplicateurs on l'a déjà fait, les taux de croissance on l'a déjà fait. Voilà, le tableau qu'on doit remplir c'est celui-là, exprimé en bassant l'année précédente. Alors comment on fait ça pour exprimer en bassant l'année précédente? Ah, j'ai un problème de souris qui ne veut pas fonctionner comme je le voudrais. Je ne sais pas pourquoi, toujours des problèmes techniques de ce genre-là. Je sais pas, on dirait qu'il y a peut-être une forme de conflit entre ma souris et le stylet, donc on peut aussi le faire comme ça. Donc, vous voyez, ce qu'il faut, c'est qu'on remplisse ça. On veut remplir ce tableau où on exprime les choses en bassant 2008. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette case ici? La case qui est en vert, eh ben, on doit mettre un signe égal, d'accord? Donc, on rentre une formule. Vous voyez, la formule, elle rentre là. Hein, je l'entoure ici. Égal quoi? Bah, égal, on veut juste prendre les données telles qu'elles étaient. Donc, prendre l'année 2009, d'accord? Donc, c'est seul ça. On le divise par 2008, on le multiplie par 100, d'accord, et on obtient le coefficient que je cherchais, à savoir, ici, 97, qui est bien le coefficient multiplicateur, l'indice base 100 2009 du PIB en valeur. Ce que l'on veut faire aussi, c'est qu'on veut faire ce calcul et on veut pouvoir le reproduire, donc le reproduire sur ce tableau. Et pour le reproduire sur le tableau, il faut bien comprendre qu'on veut copier cette cellule ailleurs. Et pour cela, il faut à chaque fois qu'on prenne la bonne référence. Et la bonne référence, c'est l'année 2008, ce qui correspond pour chacune des valeurs à la colonne B. Donc ici, devant le B, j'ajoute un dollar, d'accord. En ajoutant un dollar, ça me recalcule la même chose. La différence, c'est que évidemment, quand j'ai mis ce dollar, je peux prendre la cellule qui correspond donc à la cellule C65, et la recopier dans l'intégralité du tableau. D'accord. Donc voilà ce que je fais là. Je copie cette cellule. Ok, je fais CTRL-C et je la copie CTRL-V et ça me permet de me calculer tous les indices base 100 en 2008. Et vous voyez que la population, comme le PIB par habitant, est toujours amenée à cette base 100 2008. Voilà, je reprends où je m'étais arrêté, ma collègue est rentrée dans le bureau, et donc d'ailleurs j'en ai profité pour changer de caméra, donc à vous de voir si la petite caméra qu'on voit en bas est de meilleure qualité ou pas. Donc là j'ai calculé ces indices base 100 qui est par rapport à l'année 2008. Bien sûr, je peux aussi faire un calcul qui consiste à regarder l'indice base 100 année précédente. Donc année précédente, c'est considérer que l'année précédente, le PIB vaut 100, combien vaut-il cette année? Donc le calcul est exactement identique, hein, on peut le refaire. La différence évidemment c'est que ce qui va m'intéresser c'est de regarder ce qui se passe l'année précédente. Donc toujours pareil, ici je suis dans cette cellule, je mets un égal, je monte là-haut pour voir ce que je dois saisir, donc dans mes données originales, elles sont là, d'accord. Donc je veux calculer l'année 2009 par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2008. Évidemment c'est ce C35 que je dois mettre, vous voyez j'ai cliqué dessus et donc ça m'a permis de le rendre. Je mets un signe divisé, je le divise par quoi? Je le divise par l'année précédente, je le multiplie par 100, d'accord, et je fais entrer, et j'obtiens le résultat qui est aussi de 97 bien sûr, puisque l'année précédente vaut 100. Cette fois, et c'est la différence, c'est que comme c'est base 100 année précédente, je peux me contenter pour
pour déterminer l'ensemble du tableau. Je n'ai pas besoin de mettre le dollar, parce que vous voyez que quand je vais recopier cette cellule, donc la cellule C72, sur les cellules voisines, ça va me décaler automatiquement. Comme précisément ma base est elle-même mobile, elle est année précédente, je n'ai pas besoin de remettre de signe dollar. Donc je peux très bien faire un CTRL-C, voilà, c'est ce que je viens de faire ici, ce qui a grisé la ligne, d'accord. Et puis après, je peux regarder toute la zone dans laquelle je veux le recopier, cet indice, et je fais un CTRL-V, et évidemment, j'obtiens le résultat qui est celui que je recherchais. Donc voilà, j'en ai fini avec mon Excel, je reviens sur mon tableau virtuel. Alors, donc j'en étais à ce transparent-là. Ce que je viens de faire ici, bien sûr, je peux l'utiliser pour comparer deux dates, donc la date 1 par rapport à la date 0. Je peux aussi évidemment le faire pour les taux de croissance, le taux de variation de 1 par rapport à 0, et pour l'indice. Okay, je peux bien sûr les utiliser aussi pour faire des comparaisons dans l'espace. Donc un exemple de comparaison dans l'espace, c'est juste une manière d'illustrer les choses, c'est par exemple de regarder les PIB régionaux. Les PIB régionaux, c'est ce que chaque région de France produit. Donc quand on a des données dans l'espace ou de PIB régionaux, vous voyez bien que l'ordre dans lequel sont classées les données, c'est un ordre arbitraire, l'ordre alphabétique, et cet ordre n'importe pas. Donc, la grande différence entre une série chronologique et une série de ce type, c'est que dans une série chronologique, l'ordre importe. C'est une question sur laquelle on reviendra. Ici, on peut simplement tenter de regarder ce qui se passe. Donc on a les PIB régionaux ici en 2011, donc excusez-moi, ce sont des vieilles données. Si vous regardez les choses, vous pouvez voir que la région qui est la plus productive est certainement l'Île-de-France, 51 000 € par habitant, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, et celle qui est la moins productive doit être le Limousin ou la Corse, enfin on peut essayer de regarder, la moins productive c'est le Limousin à 23,2. Donc on peut tenter de précisément regarder les écarts entre ces régions en utilisant les concepts qu'on a déjà vus, à savoir le coefficient multiplicateur, M1, 0, le taux de variation, V1, 0, et puis l'indice I1, 0. Sauf que cette fois, le 1 et le 0, bah, ça peut être le 1, ça peut être le Limousin, ou vice-versa, et l'Île-de-France. Donc voilà l'exercice que l'on doit mener. Les données ne sont plus des données temporelles indicées par 1 et par 0, mais sont des données ici associées à des régions en ordre alphabétique. Dans ce tableau également, vous constatez qu'en bas, on a une moyenne. On a la moyenne entre toutes ces régions, donc on est capable sur l'ensemble du territoire de calculer le PIB par habitant, et vous voyez que ce PIB par habitant sur la France métropolitaine, il est de 31 000, donc ça peut être aussi un point de référence, 31 000 € produits par habitant en France en 2011, et sur ce qu'on appelle ici la France de province ou de région, il est plus faible bien sûr, puisque la France de province c'est la France sans l'Île-de-France, évidemment elle est moins productive. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? On peut chercher en fait des indices de PIB régionaux. Alors, si on va aussi faire un petit tour sur Excel, puisque ça a de l'intérêt sur Excel, si je retourne sur Excel, vous voyez que j'ai ces données que vous avez aussi à disposition. Ces PIB sont là, donc ils sont classés dans ce tableau, d'accord. Je peux typiquement, en comparant le Limousin et l'Île-de-France, je peux calculer l'écart absolu entre le Limousin et l'Île-de-France. Vous voyez que l'écart absolu entre le Limousin et l'Île-de-France, c'est simplement dans c'est cette cellule-là, c'est moins 28, donc c'est Limousin moins Île-de-France. La différence, elle est de 28 000 €, ce qui est considérable. Vous pouvez ensuite calculer un coefficient multiplicateur, donc vous ramenez le PIB du Limousin au PIB de l'Île-de-France, donc c'est simplement B11 divisé par B89, là où l'Île-de-France produit 1, le Limousin produit 0,45. 0,45. Donc ce que vous pouvez également indiquer dans ce cas-là, c'est la notion de taux de variation. Si le coefficient multiplicateur est 0,45, ça veut dire que le Limousin produit 55% de moins que l'Île-de-France. Et c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc moins 55%. C'est le complémentaire à 1 en fait du coefficient de variation. C'est G82 moins 1, vous le voyez aussi sur la formule qui est entourée ici. Enfin, on peut raisonner en termes d'indices. Donc l'indice, c'est une autre manière d'exprimer le coefficient multiplicateur. Vous donnez une base 100 à l'Île-de-France, là où l'Île-de-France produit 100, le Limousin produit 45,32. Pour obtenir ce résultat, simplement,
vous multipliez le coefficient multiplicateur par 100. Donc les choses sont faciles à comprendre. Maintenant, dans le tableau suivant, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la base, on ne la choisit pas de manière arbitraire. Peut-être que la base, elle est choisie de manière à mettre en avant une information importante qui est contenue dans ces disparités de PIB par région. Donc il y a 3 manières, par exemple, ici, de prendre la base. Imaginez, première manière de prendre la base, ça serait de regarder les régions, de voir comment les régions se situent par rapport à la moyenne des régions. Donc dans ce cas-là, la base 100, c'est la France métropolitaine. C'est la France métropolitaine. Donc c'est 100, c'est les 31 000 euros qui est produit par la France métropolitaine. Regardez comment les régions se situent par rapport à cette moyenne, en sachant que la région moyenne est exactement à 100. Pour faire ce calcul, les choses sont simples. Vous avez la formule qui est ici. Vous voyez, vous prenez la valeur de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc 130, d'accord, B130. Vous le divisez par B133, qui est juste le PIB de la France métropolitaine. Vous le multipliez par 100 et vous obtenez l'indice en question. Important de noter, bien sûr, pour que ce calcul fonctionne et que vous puissiez le faire sous la forme d'un copier-coller, de mettre un dollar au niveau du 133 pour que la ligne reste figée lorsque vous recopiez la cellule. Donc voilà un exercice que vous pouvez mener. Donc évidemment, si vous menez cet exercice, vous voyez que ce que vous voyez, c'est que la région Île-de-France, là où la France en moyenne produit 100, elle produit 64,9. Donc 164,9. Donc elle est 64,9% plus productive que la moyenne des régions françaises. Vous pouvez également le faire pour la Franche-Comté. Vous voyez que la Franche-Comté, elle est de 78,1. Donc ça fait une différence qui est de 18,9. Elle est moins 18,9%. Vous pouvez faire la même chose, cette fois en prenant comme base 100 l'Île-de-France. Donc en prenant base 100 l'Île-de-France, vous prenez la région la plus riche et vous regardez un peu comment se situent les autres régions qui sont systématiquement en dessous, d'accord, par rapport à cette région Île-de-France. C'est ce qui est fait ici. Donc là aussi, la cellule, elle est facile à comprendre. La cellule, vous prenez le PIB de la région, ici c'est l'Île-de-France puisque je suis sur la case D119, et vous la comparez au PIB de l'Île-de-France, et vous obtenez ici 100, mais pour les autres, vous obtenez des valeurs qui sont différentes, et donc tout ça est cohérent. Dernière manière de faire, c'est vous pouvez prendre comme indice la France de province, donc la France sans les régions, sans la région Île-de-France, et regarder comment les choses se comportent par rapport à ça. Donc, là, on voit bien qu'il peut y avoir un intérêt à, selon ce que vous voulez mettre en avant, choisir l'une ou l'autre base. Une base, c'est à vous de choisir la base qui vous semble la plus pertinente. Donc on a ici trois propositions de base. Donc je passe au transparent suivant. On a fait ces calculs, j'ai déjà présenté les choses avec nos 3 possibilités. Donc retournez dans ce fichier Excel, regardez comment cela a été construit, et comment on a construit ça par rapport à nos données originelles. Donc voilà comment sont faites les choses. Je reviens maintenant aux propriétés des indices. Donc les indices élémentaires qu'on a mis ici en avant vérifient un certain nombre de propriétés. On peut cumuler les indices. Alors cumuler un indice, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez que vous cherchiez à un indice de l'année 2 par rapport à l'année 0, donc vous voulez comparer l'année 2 par rapport à l'année 0 en passant. Ce que vous pouvez faire, c'est que, évidemment, comme les coefficients multiplicateurs se cumulent, les indices se cumulent également. Je vous rappelle que, en termes de coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur, c'est m de 2 par rapport à 0, c'est x2 sur x0. Et x2 sur x0, c'est aussi m2 par rapport à 1 multiplié par m1 par rapport à 0. C'est donc aussi x2 sur x1 multiplié par x1 sur x0 par propriété, par définition du coefficient multiplicateur, et bien sûr par propriété de la multiplication, de la division. Vous retrouvez bien ces résultats qui est le cumul des multiplicateurs. De la même manière, vous pouvez cumuler les indices. Alors il faut faire attention parce que quand vous cumulez les indices, vous voyez que les indices ils sont multipliés par 100. Ce sont des multiplicateurs multipliés par 100. Donc ce que je veux dire, c'est que
un indice, c'est lié à un coefficient multiplicateur par le fait que l'indice divisé par 100 est un coefficient multiplicateur. Donc si vous faites l'indice 1 par rapport à 0 divisé par 100, qui est le coefficient multiplicateur en fait, M1 par rapport à 0, et l'indice 2 par rapport à 1 divisé par 100, bah, vous trouvez quelque chose qui est juste l'indice 2 par rapport à 0 divisé par 100. Et c'est peut-être comme ça qu'il vaut mieux l'exprimer pour que les choses soient claires et que vous ne trompiez pas dans l'utilisation des 100. Donc si vous regardez cette formule, ce que vous voyez en fait c'est que I1 0 multiplié par I2 1, c'est juste égal à I2 0 multiplié par 100. De la même manière, ça nous permet cette formule d'en déterminer une autre, qui est la formule de ce qu'on appelle le changement de base. La formule de changement de base. Vous voyez que l'indice de 2 par rapport à 1 s'exprime simplement en divisant l'indice de 2 par rapport à 0 par l'indice de 1 par rapport à 0. Cette formule-là est fondamentale parce que c'est la formule de changement de base. C'est la formule de changement de base. Exemple de formule de changement de base. Comment on peut utiliser par exemple ici le changement de base? Vous voyez, on vous demande, ici on vous donne dans ce tableau l'indice de 2009, de 2010, etc., de 2011 par rapport à 2008. Et on nous demande de calculer l'indice de 2010 par rapport à 2009. Bah, c'est tout simple en fait. Vous voyez que dans ce tableau, si vous y réfléchissez un instant, vous constatez très simplement que en 2010, pour calculer cet indice de 2010 par rapport à 2009, il suffit juste, et c'est l'application de la formule qui est au-dessus, il suffit juste de prendre l'indice de 2010 par rapport à 2009, 102, par rapport à 2008, pardon, 102,2, d'accord, et le diviser par l'indice de 2009 par rapport à 2008, 97, et de multiplier par 100. Et vous obtenez le résultat que l'on cherche ici, à savoir cet indice de 2010 par rapport à 2009. Alors je ne vais pas calculer ici, je vous laisse faire ce calcul. Évidemment, vous voyez que là-dedans, en fait, tout se passe comme si, quand vous regardez une ligne, tout se passe comme si, finalement, on avait le PIB lui-même, simplement écrit dans une unité qui est différente. Et cette unité, c'est simplement la base 100 2008. Donc, lorsque vous cherchez à retrouver un indice et à faire un changement de base d'indice, il suffit de refaire des divisions d'indices et de multiplier par 100 pour immédiatement obtenir des résultats. Et donc, c'est cette formule-là, c'est la formule de changement de base. En divisant des indices par des indices et en le multipliant par 100, vous obtenez un nouvel indice dans la base qui est considérée. C'est aussi ce qu'on appelle une reconstitution d'indices. Alors voilà, c'est le cumul des indices. Ça veut dire que on est capable, en ayant deux indices des années consécutives, on est aussi capable de reconstituer un indice qui est inscrit en indice base 100. Voilà, c'est ce qui est fait ici dans cette formule-là. De la même manière, on est capable, en divisant deux indices, de reconstituer un nouvel indice dès lors que l'on multiplie par 100. Si on cherche le PIB, donc la question qui nous est posée ici, c'est, voilà, on a les PIB, etc., en base 100 2008. Et on nous demande le taux de variation du PIB par tête entre 2009 et 2011, c'est-à-dire sur quelque chose qui est incomplet. Donc, ce que l'on voit, pour faire ça, on cherche à voir, voilà, de combien ça a augmenté entre 2009 et 2011. Les choses sont simples. Pour faire ça, il suffit juste de prendre le PIB base 100 2008, 105,4, de le diviser par le PIB tout en base 100 2008, mais en 2009, 97,0. Vous le multipliez par 100, vous obtenez l'indice qui est l'indice du PIB 2011 par rapport à 2009. Si je vous fais ce calcul, vous vérifierez avec moi que ça fait 107,5. Et une autre manière de dire ça, c'est aussi dire que le taux de croissance du PIB entre 2009 et 2011, donc sur 2 années consécutives, a été simplement de 7,5%. Donc quand on travaille avec des indices, quand vous avez des indices élémentaires, si vous divisez des indices élémentaires par des indices élémentaires, vous faites des changements de base en fait, dès lors que les deux indices sont pris par rapport à la même base, ce qui est le cas ici. Donc les indices, en fait, ils se manipulent exactement comme les valeurs elles-mêmes. C'est ça qui est le point peut-être à retenir de ce que je viens de faire.
Deuxième propriété, on a vu le cumul des indices, c'est la question de la réversibilité des indices. Si on change le sens du temps ou le sens de la variation. Donc, pose une question ici, on dit un commerçant pratique une marge d'un tiers. Ça veut dire quoi? Une marge d'un tiers. Ça veut dire que lorsque dire qu'il pratique une marge d'un tiers, ça veut dire que lorsque un produit vaut 100 à produire, voilà, c'est le coût de production du produit ou le coût d'achat du produit, il le revend à un prix qui est un tiers plus élevé. Donc le prix auquel il est revendu, c'est simplement 133,3, c'est-à-dire plus 33,3% plus élevé. Donc on pourrait calculer un indice. Vous voyez que l'indice du prix de vente par rapport au prix d'achat ou par rapport au coût de production ou par rapport au prix d'achat, il est simplement égal à quoi? Il est égal juste à 133,33%. Maintenant, question, c'est au moment des soldes, on a le droit de revendre, mais on ne peut pas revendre à perte. Donc revendre à perte, ça veut dire quoi? Ça veut dire vendre au coût où on a acheté le bien, c'est-à-dire le vendre à 100. Et donc, la question qui est posée, c'est de savoir à quelle réduction en termes de pourcentage cela correspond-il. Vous avez compris la situation. Cette fois, il nous faut calculer un indice en sens inverse. Et donc, quand on calcule un indice en sens inverse, on va le calculer, on va regarder le prix d'achat, le coût de production rapporté au prix auquel on voulait facturer le bien en question. Donc cette fois, il s'agit de diviser 100, qui est le prix par 133,33. Et si vous faites ce calcul-là, vous voyez que vous obtenez simplement quelque chose qui vaut 75. Cet indice vaut juste 75. Multiplié par 100, excusez-moi, j'ai oublié de multiplier par 100. Et donc là où vous vendiez 100, il vous faut maintenant le vendre 75. Et donc vous constatez qu'il y a une baisse ici du prix qui est de 25%. Donc on constate qu'une marge d'un tiers, ça implique en fait un rabais maximal qui vaut 25%. Donc on a une capacité à inverser les indices, exactement comme on a inversé les coefficients multiplicateurs. Donc le coefficient multiplicateur de 0 par rapport à 1, c'est-à-dire x0 sur x1, c'est tout simplement 1 sur m1 par rapport à 0. Donc on inverse les éléments qui sont ici. Donc typiquement ici, m1 0 vaut 133, c'est-à-dire en fait vaut 4 tiers, d'accord, c'est le coefficient multiplicateur. Quand on passe du prix d'achat à 100 au prix auquel on facture, qui est avec une marge de 33%, on a un coefficient multiplicateur qui vaut 4 tiers, d'accord. Si vous calculez M0 par rapport à 1, l'inverse de 4 tiers, c'est juste 3 quarts, d'accord, et donc ça correspond à une baisse de 25%. Une manière d'écrire cette formule, toujours de la même manière, il faut faire attention au fait que un indice est lié à un coefficient multiplicateur. En divisant l'indice par 100, vous obtenez un coefficient multiplicateur. Vous voyez que quand vous cherchez à inverser un indice, il vous faut le faire en faisant 1 sur, et attention aux centaines, il faut le multiplier par 100 au carré, il faut multiplier par 100 ici. Un exemple, c'était l'exemple de l'Île-de-France par rapport à la province. Donc dire que l'indice de l'Île-de-France par rapport à la province est 194, ça veut dire que lorsque la province produit 100, l'Île-de-France, le francilien, lui, produit 194. Si vous le faites en sens inverse, vous essayez de mesurer, de situer la province par rapport à l'Île-de-France, et donc vous faites la situation inverse. Là où l'Île-de-France produit 194, la province produit 100, d'accord. Donc là vous obtenez l'indice de la province par rapport à l'Île-de-France, et vous le multipliez par 100, et vous voyez que ceci, ce n'est rien d'autre que 1 sur l'indice IDF province multiplié par 100 au carré. Et donc on obtient 51,5. Vous voyez que plus 94%, puisque c'est ça, l'Île-de-France elle produit 94% de plus que la province, c'est équivalent, c'est la même chose que de dire ici que la province produit 51
pas 51, c'est pas 51, c'est pas 51, c'est produit, je me suis trompé ici, c'est produit 48,5% de moins que l'Île-de-France. Donc plus 94% est équivalent à moins 48,5% si vous le voyez en sens inverse. Donc on a simplement réversé les indices. Donc bilan de ce qu'on a fait, puisque c'est ça, hein, voilà, on a une grandeur homogène, puisque on regarde un indice qui est élémentaire, on verra les indices plus sophistiqués après, donc on a une grandeur homogène, x, qu'on peut mesurer dans le temps ou qu'on peut mesurer dans l'espace, hein. Alors t ici évidemment on a l'impression que c'est le temps, mais ça peut être vu aussi comme l'espace. Cet indice de la grandeur x en t base 100 année 0, c'est simplement xt divisé par x0 multiplié par 100. Pareil, voilà, c'est la définition. C'est aussi égal à mt0 multiplié par 100. C'est aussi égal à 1 plus v, où v est le taux de variation t0, multiplié par 100. On a vu ces différentes formules. Trois propriétés qui sont importantes de ces indices élémentaires qu'on vient de rencontrer. D'abord, l'identité. Quand vous prenez un indice de la date t par rapport à la même date, nécessairement, mathématiquement, c'est égal à 100. D'accord ? Si vous prenez l'indice 100 de l'année 2008 en base 100 2008, c'est 100. Hein, voilà, c'est la même chose. L'inversibilité, c'est simplement l'idée que vous pouvez inverser le sens. Et donc l'indice t par rapport à 0, c'est l'indice 0 par rapport à t. Et bien sûr, pour que ça fonctionne et que ça reste bien en base 100, il faut le multiplier par 100 au carré, sinon ça ne va pas fonctionner. Et puis, la transitivité ou la transférabilité, c'est simplement le cumul des indices. Hein. Quand vous cumulez I de 0, 100, ceci est en fait un coefficient multiplicateur, c'est M2 par rapport à 0, c'est simplement I de 1 divisé par 100, multiplié par I1, 0 divisé par 100, et vous obtenez le résultat que l'on cherchait, à savoir que I2, 0, c'est juste I1, 0 multiplié par I de 1, le tout divisé par 100. Donc c'est les trois propriétés importantes qu'on a vues, qui se comprennent bien dès lors qu'on a compris la définition d'un indice élémentaire, que l'on va utiliser régulièrement. Quelquefois on dit, pour expliquer qu'ils se cumulent, on dit que les indices sont enchaînables, qu'on peut les enchaîner aux uns aux autres, qu'en multipliant des indices, et qu'en apportant la correction qui est nécessaire en termes de 100, on crée des nouveaux indices. Alors quand on fait ce genre d'exercice, vous voyez, il faut bien faire attention à bien compter le nombre d'intervalles pour diviser par ce qu'il faut. Typiquement, entre n et 0, vous avez n plus une date, vous avez n plus une date, mais vous n'avez que n variations. Vous n'avez que n variations. Donc ici, on l'a enchaîné sur n variations avec n plus une date. Et donc c'est pour ça qu'on le divise, on le multiplie par 1 divisé par 100 à la puissance n-0 moins 1. Donc attention ici à bien compter le nombre d'intervalles à chaque fois pour ne pas se tromper, selon que vous fassiez 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Évidemment, il faut faire attention à ça également. L'indice, la formule de changement de base, vous voyez que le changement de base, en fait, c'est toujours la même chose. Vous avez, ici on exprime t par rapport à 0, on peut prendre une autre date, d'accord, qui est la date grand T, ok, la date qui est la date grand T, et donc exprimer ceci, y compris d'ailleurs si la date grand T n'est pas forcément entre 0 et t. Donc la conséquence de ça, bien sûr, c'est que si vous cherchez à calculer l'indice de petit t par rapport à la base grand T, il vous suffit de faire un formule de changement de base, c'est-à-dire exprimer l'indice t par rapport à la base 0, qui est la base initiale, et puis ensuite exprimer l'indice de grand T par rapport à la base 0, et multiplier le tout par 100 pour obtenir ce formule de changement de base qui peut permettre d'une année 100 à une autre année. Donc en divisant des indices élémentaires par des indices élémentaires, on crée des nouveaux indices élémentaires. D'accord ? Alors évidemment, en multipliant par 100, exactement, lorsqu'on multiplie des indices élémentaires par des indices élémentaires, on crée des nouveaux indices élémentaires également, mais évidemment en cumulant des variations et en multipliant ou en divisant par 100 pour que ça reste bien en base 100 l'année qui nous intéresse. Donc voilà pour ce transparent.
On a un exemple ici qui est donné, on nous dit, voilà, on a la dépense moyenne par élève en France au prix 2011, donc on a été capable de calculer, donc 4540 euros, donc là on a les données brutes, 4540 jusqu'à 8250 en 2011, on nous a donné le même résultat en indice base 100 en 1980, donc imaginons que ça vaille 100 en 1980, combien ça vaut ensuite en rapportant à cette base, et puis on nous a aussi donné on nous donne aussi cette même base en base 100 2000. Comment on passe de l'un à l'autre? De manière très très simple. En fait, pour avoir l'indice T par rapport à 2000, il suffit de prendre l'indice T par rapport à 1980 et le diviser par l'indice T, l'indice 1980 par rapport l'indice 2000 par rapport à 1980. Excusez-moi, vous voyez, je finis par manque de concentration, par me tromper, vous allez le diviser par l'indice 2000 par rapport à 1980. Donc, typiquement, regardez, par exemple, en 2010, vous voyez que l'indice base 100, 1980, c'est 183. Si vous voulez calculer l'indice base 100 de 2010 par rapport de 2010 par rapport à 2000, d'accord, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Simplement, ce que vous faites, c'est que vous prenez la valeur en 2010, 183, voilà, c'est IT par rapport à 1980. Ok, j'ai oublié de multiplier par 100 ici. Vous la rapportez à la valeur en 2000, 166,7. Vous le multipliez par 100 et vous trouvez le bon résultat. Vous avez fait un formule de changement de base. Donc, question qu'on nous pose ici, quelle formule Excel a entré en D7? Quelle formule on doit rentrer en D7? Donc en D7, ici, d'accord? Quelle formule on doit rentrer en D7 pour effectuer ce changement de base? Ce que j'ai fait ici pour l'année 2011, 2010, on peut bien sûr le faire pour toutes les autres années, les années en question. Il suffit juste de prendre la valeur de l'année considérée et le diviser par la valeur en 2000. Donc la formule qu'on doit rentrer, elle est indiquée ici, vous voyez, en D7, D7, c'est égal à quoi? D7, c'est simplement égal à D6, c'est simplement égal à D6, dans le changement de base, donc on va prendre l'indice base 100 1980, vous allez le diviser par l'indice base 100 en 2000, puisque vous voulez tout comparer à l'année 2000, donc c'est non pas D, mais cette fois c'est F6, et vous allez le multiplier par 100. Et vous obtenez bien sûr cette formule de changement de base, et vous voyez que vous avez tout exprimé par rapport à l'année 100. Cette formule, vous voulez la recopier, donc cherche à la recopier, on veut ensuite la recopier. Pour la recopier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la base reste toujours la même. Donc il faut toujours qu'on divise par rapport à F6. Donc si on veut qu'on divise toujours par rapport à F6, on veut que le F6 ne bouge jamais, quelle que soit la colonne dans laquelle on se place, ça veut dire que devant le F6, il nous faut intégrer un signe $. D'accord? Donc si vous comparez ces deux lignes, elles expriment la même chose, mais d'une manière différente, simplement parce qu'elles expriment dans une base 100 différente. La première l'exprime en 1980, la seconde en 2000. Et donc vous voyez que, évidemment, ce qui va se passer, c'est que dans cette deuxième colonne, on voit bien que ça a augmenté entre 1980 et 2000. Donc ça explique que la base 100, l'indice en base 100 2000 de 1980 soit inférieur à 100, simplement parce qu'on voit qu'il y a une hausse entre 1980 et 2000, tout simplement. Donc je crois qu'il n'y a pas là non plus de grosses difficultés. Un aspect intéressant qui nous va nous intéresser en tant qu'économiste, c'est que on peut calculer, et c'est une propriété importante, on peut calculer des indices en faisant des indices d'un produit. Typiquement, imaginez qu'on dispose d'un prix et d'une quantité. Donc un prix multiplié par une quantité, ce n'est rien d'autre qu'une valeur. Ce n'est rien d'autre qu'une valeur, donc c'est quelque chose qui joue un rôle important en économie. Et vous pouvez
pour déterminer la manière dont la valeur a augmenté, il vous suffit de regarder de combien a augmenté le prix et de combien a augmenté les quantités. Et évidemment, comme la valeur est le produit du prix par les quantités, si vous êtes capable de définir l'indice des prix, l'indice élémentaire des prix et l'indice élémentaire des quantités, en multipliant l'indice des quantités par l'indice des prix, ce qui est fait ici, on obtient simplement quelque chose qui exprime l'indice des valeurs. L'indice des valeurs. Alors attention, là aussi il faut faire attention. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on exprime en base 100, il faut faire attention de bien utiliser de bien le faire en divisant par 100 ensuite pour que ça fonctionne. Donc on a cette formule, l'indice élémentaire base 100 des valeurs, c'est l'indice des prix élémentaires multiplié par l'indice des quantités élémentaires, le tout divisé par 100 pour que on se ramène bien à quelque chose qui est exprimé en base 100. Donc on a ici la formule qui est en dessous, vous voyez elle est juste, sauf que évidemment j'ai oublié de diviser par 100, et donc je vais diviser par 100 pour que cette formule soit juste. On va faire une petite application de ce principe. Dans le tableau de 2, on nous donne, regardons comment il est fait, on nous donne la fréquentation et les recettes des salles de cinéma en France, dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, et ce qu'on nous donne c'est la variation annuelle, donc chaque année de combien ça a augmenté. On a l'augmentation des quantités, donc de la fréquentation. Donc la fréquentation, ce n'est rien d'autre que la quantité, hein, c'est exactement ce que je mets. Et puis on nous donne aussi l'évolution des recettes guichets. Et les recettes guichets, c'est quoi? C'est quelque part, les recettes, c'est le prix de la place de cinéma, multiplié par la quantité, le nombre de tickets qui ont été vendus. Donc voilà ce qu'on nous donne comme information. On va faire une hypothèse qui est fausse dans le détail, mais qui est vraie dans le général. On va faire comme si le prix d'une séance était unique, qu'il n'y avait qu'un seul prix en fait pour les séances de cinéma. Que parmi les salles, parmi les horaires, parmi le type de public, faire comme si finalement cette recette des guichets c'était bien le produit d'un prix, donc unique, multiplié par des quantités. Donc on a cet résultat-là, la recette des guichets, c'est la fréquentation du prix du billet. Et on nous pose la question suivante, on nous dit, voilà, au vu de ces données, donc celles qui sont dans le tableau de 2, quel est l'indice de prix du billet 2009, base 100, 2008 ? Comment on fait les choses ? On nous demande quel est l'indice du prix du billet, base 2009, base 100, 2008. Alors, il suffit de regarder de combien ont augmenté la fréquentation et de combien ont augmenté les recettes guichets entre 2008 et 2009. Vous voyez que l'indice élémentaire qui nous donne l'évolution de la fréquentation entre 2009 et 2008, donc je vais le noter de cette manière-là, d'accord, c'est cet indice-là, je mets Q ici pour signifier que on s'intéresse à la quantité, donc c'est la fréquentation. Vous voyez que la fréquentation a augmenté de 5,7%, c'est ce qui est indiqué ici, entre 2009 et 2008. Donc nécessairement, on en déduit que l'indice 2009 par rapport à 2008, en base 100 2008, c'est 105,7. Ok ? Et puis, on nous donne aussi comme information le fait qu'entre 2009 et 2008, l'indice des valeurs, c'est-à-dire des prix multipliés par les quantités, cette valeur, elle a augmenté de 8%. Donc on a eu plus 8% ici. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'indice des valeurs, il vaut 108 en base 100 2008. Donc ça vaut 108 ici. Et on a cette formule qui nous montre que, en fait, le résultat qu'on a donné, c'est que l'indice des valeurs, donc 0,9 par rapport à 2008, d'après la formule que j'ai donnée, c'est l'indice des prix. Donc l'indice des prix, c'est ceci, multiplié par l'indice des quantités, en admettant effectivement, encore une fois, que le prix est unique. Donc là, c'est en admettant que le prix est unique précédemment, multiplié par l'indice des quantités, donc 0,9 par rapport à 0,8 des quantités, le tout divisé par 100, pour que ce soit bien ramené à une base 100. Si vous faites ce calcul-là, vous voyez que ce que vous pouvez en déduire également, puisque ce qu'on nous demande de calculer, c'est l'indice du prix du billet. Donc vous voyez que l'indice de 0,9 par rapport à 0,8 des prix, c'est simplement l'indice des valeurs, donc 0,9 par rapport à 0,8 des PQ, divisé par l'indice des quantités, des fréquentations, 0,9 par rapport à 0,8 de Q, le tout multiplié par 100, d'accord, ça nous donne quoi? Ça nous donne simplement l'indice des quantités, 108, divisé par l'indice des valeurs, 108, divisé par l'indice des quantités, 105,7,
vous multipliez par 100 et vous obtenez l'indice des prix. Et donc cet indice des prix, si vous calculez, vous obtenez 102,5, ou pardon, pas 102,5 mais 102,2, j'étais un petit peu vite, regardez trop vite la ligne dessous, vous obtenez que c'est 102,2, d'accord. Et donc ceci n'est rien d'autre qu'une augmentation de 2,2%. Ça correspond à une augmentation de 2,2%. Effectivement, vous voyez bien que si les recettes ont augmenté de 8% alors que les tickets vendus n'ont augmenté que de 5,7%, ça signifie qu'il y a eu une augmentation concomitante des prix pour obtenir 8% d'augmentation des recettes. Ça paraît bien intuitif. Et donc, pour obtenir la variation de l'indice des prix, il vous suffit de diviser l'indice des valeurs par l'indice des quantités et on en déduit le taux de variation qui est de 2,2%. Donc c'est ce qu'on vient de faire dans cet exemple ici, qui illustre la propriété que je viens de donner. On en vient à une nouvelle, on aura des illustrations de ça, hein. Encore une fois, ça fonctionne ici parce que on est dans un monde d'indices élémentaires, on ne mesure qu'une grandeur, et on a considéré que toutes les séances se valaient et que le prix d'une séance était unique. Les choses pourraient être un peu plus compliquées, c'est un peu le prix moyen de la place de cinéma qui donc aurait augmenté de 2,2% entre 2009 et 2008. J'en viens à la notion suivante, qui est la notion aussi très importante qu'on va utiliser souvent, qui est cette notion de taux annuel moyen de variation, qu'on appelle le TAMV. Donc le TAMV, c'est le taux annuel moyen de variation. Merci d'utiliser cette appellation pour le désigner. On reprend le tableau qu'on a déjà rencontré. On a le taux de variation annuel ici, du PIB en valeur, de la population, du PIB par habitant, je crois, dans la région Île-de-France. Donc voilà, ça c'est pour l'Île-de-France, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On va dire que c'est pour la région Île-de-France. Ce qui est important à bien remarquer, c'est qu'à chaque fois, on mesure la variation par rapport à l'année précédente. La question qu'on peut se poser, c'est, on a les variations, donc on sait que ça a augmenté de 3%, non, ça a baissé de 3%, puis ça a augmenté de 5,4%, ça a augmenté de 3,1%. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais quelle est la moyenne? De combien ça a augmenté en moyenne? Évidemment, l'année 2008, entre 2008 et 2009, il y a une récession importante, et donc ça a baissé de 3%, mais sur ces 3 années, sur 3 variations, donc, de combien ça a augmenté en moyenne? Et c'est ça, calculer le taux annuel moyen de variation, c'est avoir l'évolution de la variable entre 2008 et 2011. Alors comment on va déterminer ce TAMV? Pour le faire, en fait, il ne faut pas partir, comme ici, des coefficients de variation, il faut tout le temps partir des multiplicateurs, puisque vous savez que ce sont les multiplicateurs qui se multiplient. Une définition d'abord, définir ce que l'on cherche. C'est quoi le TAMV entre deux dates? C'est le taux annuel constant dans le temps, auquel la grandeur aurait dû varier pour connaître la même variation globale que celle effectivement enregistrée. Peut-être un peu compliqué à dire, mais c'est bien ça. C'est, voilà, ça a baissé de 3%, ensuite ça a augmenté de 5,4%, puis de 3,1%. En moyenne, ça fait combien? Quel est le taux constant qui permet de reproduire la même évolution globale entre 2008 et 2011? Donc c'est ça la définition que je dois donner. Donc recherchons le résultat. Comment on peut le faire? Pour le faire, il faut repasser en termes de multiplicateur ou en termes d'indice, et d'indice de l'année précédente. Donc on a cette information. Ici on a l'indice en bas 100, on a l'indice en bas 100 2008, d'accord. Donc on a l'évolution globale, et on sait que c'est passé de 100 à 105,4. C'est passé de 100 à 105,4. Ou si on raisonne en termes de PIB par habitant, c'est passé de 100 à 103,7. Donc, par quel nombre constant on aurait pu avoir la multiplication tous les ans pour que la multiplication globale, après 3 variations, soit de 1,037. Et c'est exactement ce nombre que l'on cherche. On cherche un nombre tel que la première année, ce nombre c'est le taux moyen, donc on appelle ça M bar. On l'applique 3 fois, donc 3 fois en multiplication, et on veut qu'en l'appliquant 3 fois, on obtienne exactement une variation qui est de 1,037, ou un indice, ici ça correspond à une variation qui est de 1,037, ou un indice qui est de 103,7.
Et donc ce m bar en question, c'est simplement 1 plus m bar, c'est 1 plus m bar au cube doit être égal à 1,037, doit être égal à 1,037, et donc 1 plus n bar est la racine cubique de 1,037, c'est égal à 1,037 à la puissance 1 tiers, et donc ça vous donne, si vous faites ce calcul, n bar égale 1,012%. Alors, en regardant le transparent, je me rends compte que je me suis trompé parce que... Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je me suis trompé parce que j'ai pas fait attention, j'ai pas été assez concentré, je commençais à être un peu fatigué. J'ai considéré ici que le m bar n'était pas un multiplicateur mais un taux de variation. Donc évidemment, c'est pas ça qu'il aurait fallu écrire. Je reprends, ce qu'il aurait fallu écrire, c'est la chose suivante. C'est bien un coefficient multiplicateur, donc appliquons 3 fois le même coefficient multiplicateur m bar, donc on l'applique 3 fois, donc en l'appliquant 3 fois, on fait m bar multiplié par m bar multiplié par m bar, et ça va donner 1,037. Donc en fait, c'est bien m bar au cube qui est égal à 1,037. Ici, je corrige. D'accord, c'est bien m bar au cube qui est égal à 1,037. Et donc m bar au cube est égal à 1,037. Et donc ça veut dire que m bar est égal à 1,037 à la puissance 1 tiers. C'est la racine cubique de 1,037. Et si vous faites ça sur votre calculette, vous allez trouver que m bar vaut 1,012. Et un coefficient multiplicateur de 1,012, ça nous fait simplement ici un taux annuel moyen de variation de 1,2%. Donc voilà, je suis désolé pour la petite confusion que j'ai introduite. On donne une définition. Donc on considère l'évolution d'une variable entre l'année t, entre l'année 0 et l'année t. Donc entre l'année 0 et l'année t, attention, on a t plus une date, mais on n'a que t variations, d'accord? On n'a que t variations. Donc on peut calculer le multiplicateur de t par rapport à 0, c'est la variation globale, c'est ce qu'on avait vu précédemment, 1,034 me semble-t-il. Et puis le TAMV, c'est le taux annuel moyen constant qu'on aurait dû appliquer t fois pour obtenir la même variation. Donc je le note ici comme ça, TAMV de t, 0, entre t et 0, ou plutôt entre 0 et t, et 1 plus le TAMV à la puissance t, puisque je l'applique t fois, c'est égal à mt0. Donc le 1 plus TAMV, il faut faire passer à la puissance t de l'autre côté. Donc en fait, ça nous fait la racine tième, ça fait la racine tième du coefficient multiplicateur. Et donc le TAMV de t par rapport à 0, c'est aussi le multiplicateur de t par rapport à 0 à la puissance 1 sur t moins 1. Donc pour calculer ce TAMV, il suffit qu'on ait simplement le multiplicateur global et qu'on prenne sa racine tième en calculant le nombre de variations qu'on a ici. Donc attention toujours, mais ça c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, à bien compter les poteaux et les intervalles. On a 3 dates et 2 taux de variation. Et donc si on a 3 dates, on n'a que 2 taux de variation, et donc il faut bien chercher la racine carrée et bien compter à chaque fois le nombre qui est possible. Il y a un point qui est aussi important, c'est qu'on lit bien souvent le TAMV à la moyenne géométrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça c'est un slide que je dois, c'est une diapositive que je dois compléter. En fait, MT0, la variation globale entre t et 0, on peut bien sûr la décomposer elle-même. C'est la variation globale entre M1, 0, la variation globale pardon, pas variation globale, la variation annuelle entre l'année 1 et l'année 0, entre l'année 2 et l'année 1, etc. Et t fois, on fait cette variation, on applique cette variation t fois, puisqu'il y a t variations, et donc là, on a fait simplement la formule de cumul des coefficients multiplicateurs. Vous voyez que ces coefficients multiplicateurs, on les multiplie. Si on veut obtenir le coefficient multiplicateur moyen entre t et 0, donc ce que j'ai appelé m bar de t0, il nous suffit simplement de prendre la racine tième de la multiplication que je viens de faire ici.
vous suffit juste de prendre cette racine TM. Pourquoi? Parce que la multiplication, le m bar t, 0, la t virgule 0, c'est bien ce qu'on doit appliquer des fois. Donc ce qu'on sait, c'est que ceci, par définition, n'est rien d'autre que m bar, la moyenne des multiplicateurs, m bar t0, le tout à la puissance t. Donc évidemment, de manière symétrique, si vous voulez obtenir le m bar t0, il suffit de faire passer le puissance t de l'autre côté en mettant à la puissance 1 sur t, c'est-à-dire en prenant la racine tim. Donc là, on dit juste que le coefficient multiplicateur moyen, ici, ce m bar t0, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on vient de faire, c'est une moyenne géométrique. C'est une moyenne géométrique. Une moyenne géométrique, ça se distingue d'une moyenne arithmétique, au sens où, pour l'obtenir, on multiplie les grandeurs entre elles, au lieu de les additionner, comme dans une moyenne arithmétique, et au lieu de diviser le tout par t, qui serait ce qu'on fait dans une moyenne arithmétique, quand on calcule une note, et on prend la racine tm. C'est ça une moyenne géométrique. Donc le 1 plus le taux annuel moyen de variation, entre 0 et t, ce n'est rien d'autre que la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs annuels. Donc calculer un TAMV, c'est en fait faire une moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs annuels entre les années successives, entre 0 et t. Donc voilà ce qu'on a fait ici. Exemple, bon voilà, on reviendra sur cette notion de moyenne géométrique un peu plus loin. Là on nous donne un petit exemple, on nous dit voilà, il y a un chef d'entreprise qui se donne pour objectif de doubler son chiffre d'affaires en 5 ans. À quel taux son chiffre d'affaires doit-il croître en moyenne par an pour que l'objectif soit atteint? Donc on a quelqu'un qui veut doubler son chiffre d'affaires. Donc s'il a 100 aujourd'hui, il va avoir 200 dans 5 ans. Donc on est d'accord que dire qu'on veut le doubler sur 5 ans, imaginez on dit on veut le doubler sur 2 ans. En fait le doubler sur 2 ans, ça veut dire que si la première année il vaut 100, l'année suivante il va valoir une certaine valeur et l'année d'après il va valoir 200. Donc le dire qu'on veut le multiplier par 2 sur 5 ans, donc on veut le doubler sur 5 ans, la question c'est, voilà, ce qu'on veut c'est que le coefficient multiplicateur soit de 2. Donc on veut que entre l'année 0 et l'année 5, entre l'année 0 et l'année 5, on veut que le coefficient multiplicateur soit multiplié par 2. Donc c'est ce qu'on fait ici, on a bien 5 variations entre l'année 0 et l'année 5, et ça c'est bien important de comprendre ça. Il y a 5 variations entre l'année 0 et l'année 5. On a bien ces 5 variations, et ce que l'on cherche, c'est le coefficient, le taux de variation moyen, le TAMV, qui peut être obtenu entre 0 et 5, et qui permettent de doubler la variable. Donc il faut pour ça que si on met ce TAMV à la puissance 5, il nous donne 2 en question. Donc le TAMV, ce que l'on cherche ici, quel est le taux auquel ça doit croître pour doubler en 5 ans, c'est simplement 2 à la puissance 1 cinquième moins 1, c'est-à-dire c'est la racine cinquième de 2 moins 1. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver, vous pouvez le faire sur votre calculette, vous allez trouver 0,149, donc la réponse c'est 14,9%. Donc pour qu'une variable grandisse, double en 5 ans, il faut que la croissance annuelle moyenne soit de 14,9%. Je vous propose, puisqu'on a déjà beaucoup travaillé, qu'on fasse une petite pause avant de reprendre la suite de ce cours. Merci. Rebonjour, je reprends là où je m'étais arrêté, cette fois sur la question du cumul de taux d'intérêt. Donc on nous présente des données qui sont relatives à des taux d'intérêt sur 4 années. Donc qu'est-ce que ça signifie un taux d'intérêt? C'est la première ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un taux d'intérêt de 3,5% en 2009, c'est en fait ce que vous obtenez en plaçant comme gain, ce que vous obtenez en plaçant 1 euro le 1er janvier 2009 et en le récupérant le 31/12/2009. C'est là. Si vous placez 1 euro, à la fin de l'année, vous allez retrouver 1,035 euros, donc vous allez gagner 3,5 centimes, ce qui correspond à un taux d'intérêt de 3,5%. Donc le taux d'intérêt, ce n'est rien d'autre que le taux de croissance, le taux de variation d'une somme que l'on capitalise. C'est pour ça qu'on a mis ici le coefficient multiplicatif annuel, on va revenir à ces données, et puis
la valeur capitalisée de 1 euro au 31-12. Cette valeur capitalisée de 1 euro au 31-12, vous voyez que ça revient, vous mettez 1 euro le 1er janvier 2009, et puis vous regardez de combien augmente sa valeur. Donc la première année, elle augmente de 3,5%, la deuxième année de 2,70%, de 1,20%, de 4,20%. Et si vous cumulez les taux d'intérêt, vous obtenez la valeur capitalisée, c'est-à-dire le taux d'intérêt cumulé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, puis 4 ans. D'accord ? Donc la ligne 1, c'est le taux d'intérêt annuel. La ligne 2, c'est le coefficient multiplicateur qui n'est rien d'autre que en fait, le taux de croissance de la valeur capitalisée. Et puis la valeur capitalisée, c'est juste le cumul de ça. Donc effectivement, vous voyez que typiquement 1,042, 1,121, donc la valeur capitalisée au bout de 4 ans, donc le 31 décembre 2012, au bout de 4 ans, vous obtenez 12 centimes de gain, donc 1,121. Et donc 1,121, c'est juste 1,035 multiplié par 1,027 multiplié par 1,012 multiplié par 1,042. C'est ce qu'on appelle cumuler un taux d'intérêt. Donc cumuler un taux d'intérêt, c'est précisément, en quelque sorte, multiplier les coefficients multiplicateurs associés au taux d'intérêt. Et ici, le taux d'intérêt cumulé sur 4 ans, d'accord, il vaut 12,1%, puisque c'est le gain que vous obtenez au bout de 4 ans, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, c'est-à-dire exactement sur une durée de 4 années, avec 4 variations correspondant à ces 4 années. Donc voilà les choses telles qu'elles le sont. Donc on est exactement dans des choses qui sont parfaitement équivalentes. Alors peut-être qu'on peut regarder ce qui se passe sur le fichier Excel, parce que c'est intéressant de regarder ce qui peut se passer sur le fichier Excel. Sur le fichier Excel en question, on a le taux d'intérêt, donc je reprends les données telles que je les ai, voilà, 3,5%, 2,70%, 1,20%, 4,20%. Vous voyez que c'est quelque chose qui est exprimé ici, et je l'entoure ici en pourcentage, donc c'est pour ça que les pourcentages apparaissent. Le quotient multiplicateur, c'est juste 1, vous voyez la formule est là, c'est 1 plus la cellule qui est au-dessus, je peux l'écrire, ça fait 1 plus, voilà, et ce que je dois 1 plus ceci. Et comme c'est exprimé en pourcent, ça me met directement 1,035. Okay, et cette formule, elle est recopiable. Elle peut se recopier à droite, puisque à chaque fois, l'opération qu'on a fait consiste à ajouter 1 au taux d'intérêt qui est au-dessus. Donc on a calculé comme ça 1,042, c'est-à-dire on a obtenu un coefficient multiplicateur. Maintenant, c'est quoi la valeur capitalisée? La valeur capitalisée, c'est tout simple. Si vous voulez avoir la valeur capitalisée, vous voyez que la première valeur capitalisée, c'est au 31-12. La première année, en fait, vous prenez juste la cellule qui est au-dessus, donc 1,035, puisque la première année, vous n'appliquez qu'une seule fois le taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous allez mettre ici comme formule? Vous voyez que la ruse qu'on peut avoir dans ce calcul, en cumulant, c'est qu'il vous faut ensuite multiplier par 1,035 par 1,027. Et c'est quelque chose que vous allez faire en fait à chaque fois dans cette ligne-là. Donc vous pouvez utiliser en fait la diagonale. Vous voyez que vous multipliez 1,035, c'est-à-dire 1,027, 1,035, B166, et vous multipliez par le taux d'intérêt qui est au-dessus, qui est C165. Et vous obtenez la valeur cumulée qui est de 1,063. Et vous voyez que cette formule, en fait, elle est recopiable. Si je la déplace et que je la copie à côté, c'est ce que je fais là, d'accord, c'est le même principe. J'ai pris les 1,063, donc le C166, d'accord, ou le C166, ouais, et je le multiplie par le D165. Donc c'est exactement ce que je fais ici. Donc en fait, la formule telle que je le propose ici, elle est parfaitement recopiable en ayant cette structure en diagonale, vous voyez, un peu plus originale que ce qu'on a fait jusqu'alors. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de se dire, mais quel est le taux d'intérêt annuel moyen, puisqu'il y a des variations de taux d'intérêt sur ces 4 années, qui correspond finalement effectivement à ce gain globalement. Donc la notion de taux d'intérêt annuel moyen, c'est exactement la même que la notion de taux de variation annuel moyen entre 2012 et 2009, c'est-à-dire sur 4 années. Donc comment je peux le faire? C'est indiqué ici. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre les 12,1% qui correspondent à ce multiplicateur ici, d'accord? Ça correspond à une augmentation de 12,1%, donc un coefficient multiplicateur de 1,121, et prendre
la racine quatrième de ça et lui enlever 1. Et c'est comme ça que je peux calculer le taux d'intérêt annuel moyen. Alors, comment on peut faire ce calcul sur Excel? Vous prenez cette cellule, d'accord, donc E166, et puis vous le mettez à la puissance 1 quart. Vous prenez sa racine quatrième. Pourquoi? Vous prenez à la puissance 1 quart. Pourquoi? Parce qu'il y a bien 4 variations entre 2009 et 2012. Donc cette fois, vous obtenez de cette manière-là, vous obtenez un coefficient multiplicateur moyen. Et puis évidemment, pour obtenir un taux de variation, il faut lui soustraire 1 pour obtenir le résultat. Et si la case est en pourcent, vous voyez que le format, ce sont des pourcentages, vous obtenez immédiatement le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire un taux d'intérêt annuel moyen qui est ici de 2,89%. Donc on a été capable, dans ce que je viens de faire, de calculer le taux moyen, parmi toutes ces dates du taux d'intérêt, le taux constant qui, s'il avait été appliqué de manière constante, le taux d'intérêt constant qui, s'il avait été appliqué pendant 4 ans, nous donne exactement une augmentation de 2,1%, et c'est exactement ce qu'on voulait faire, et donc on a réussi à faire ce calcul ici. Donc c'est ça, c'est ce que je présente ici. Vous voyez, on a ce 1,121, d'accord, on a ce 1,121, donc ça c'est l'évolution globale, l'évolution cumulée, la valeur cumulée au bout de 4 ans des 1 euro que vous avez passé 4 ans auparavant, et si vous le mettez à la puissance 1 quart, d'accord, vous obtenez 1,02896, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui est de 2,896%. Ce taux, c'est le taux moyen que vous avez gagné. Ici, on a fait aussi une moyenne géométrique. On a fait la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs, en fait. Ce 1,02896, c'est aussi 1,035 multiplié par 1,027 multiplié par 1,012 multiplié par 1,042, le tout à la puissance 1 quart, d'accord. Et ceci est exactement égal à la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs, et ce n'est rien d'autre, si on lui enlève 1, que le taux d'intérêt annuel moyen. Autre remarque à faire, c'est que, évidemment, on aurait pu être tenté aussi de calculer non pas une moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs, mais une moyenne arithmétique des taux d'intérêt. Autrement dit, on aurait pu aussi prendre ces taux d'intérêt-là, qui sont ici, d'accord, qui sont cette ligne-là, et calculer leur moyenne arithmétique. Ça ne nous donne pas le même résultat. Ça ne nous donne pas le même résultat. Si on le faisait, d'abord, combien on aurait trouvé? On aurait trouvé 3,5, plus 2,7, plus 1,2, plus 4,20. Donc ça fait combien tout ça? Ça fait 5, 7, ça fait 12, 14, 16. Je retiens 1. Ça me fait du 4, du 6, du 6, du 7 et du 11. Donc ça correspond à 11,6%. Et si je fais 11,6% et que je divise par 4, ça fait une moyenne arithmétique, c'est ça la moyenne arithmétique. Donc on a 11,6% divisé par 4. Si je divise 11,6% par 4, ça va me faire du combien? Ça va me faire du 4 fois 2,5, ça fait du 10. Ça va me faire du 2,9%. 2,9%, exactement 2,9%. Et vous voyez que 2,9% est légèrement différent, je mets légèrement inférieur, est un petit peu plus, est légèrement supérieur, donc légèrement inférieur de l'autre côté, à la moyenne arithmétique qui vaut 2,9%. Pourquoi? Parce que, en fait, en faisant la moyenne géométrique, je cumule les taux d'intérêt. Ce que je ne fais pas en faisant la moyenne arithmétique. Donc c'est pas la même chose, même si les deux valeurs sont proches. Donc on a cette remarque aussi qui consiste à dire, bien sûr, que le taux d'intérêt annuel moyen est une moyenne géométrique, 1 plus le taux d'intérêt annuel moyen est une moyenne géométrique plus le multiplicateur, et que la moyenne arithmétique n'est pas exactement égale, mais approche cette valeur. Cette approximation est d'autant plus vraie que le taux est proche de 0 ou que le nombre d'années sur lequel on fait l'opération est relativement faible. Vous voyez qu'ici on n'est pas très éloigné, mais c'est pas exactement la même chose, et bien sûr c'est ce qu'il faut retenir ici. Voilà. J'en viens à mon dernier point, ou dernier, je crois, la dernière section de ce chapitre, donc on a bien travaillé, c'est les évolutions en glissement et en moyenne. Alors je vais partir d'un exemple que je vais utiliser, qui est la valeur du PIB trimestriel. La valeur du PIB trimestriel. Alors c'est des vieilles données, d'abord je vous demande de me pardonner parce que j'aurais pu tenter de les actualiser.
c'est quoi le produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, c'est ce que l'économie produit durant une certaine période, donc durant un trimestre. Donc trimestre 1 du 1er au 31 mars, 31 mars, 31 juin, 1er juillet, 30 septembre, puis 1er octobre, 31 décembre. Donc c'est une variable qu'on appelle une variable de flux, hein, d'accord, qui est mesurée sur une période. Sur une période. Donc ici, les données sont présentées de la manière suivante. Vous avez les trimestres ici, T1 à T4, et puis les années. Donc vous avez compris que si on additionne les trimestres d'une même année, on obtient quelque chose qui est le PIB annuel, Donc ici, en 2013, c'est 2116 milliards, 2141 milliards, 2015, etc. Et puis en 2016, il nous manque les deux derniers trimestres parce que simplement ce sont des données qu'on vient de collecter, donc les données sont incomplètes pour l'année 2016. Ce qui est intéressant aussi à comprendre dans ce truc-là, c'est que vous voyez que la somme des trimestres, c'est juste le PIB annuel, d'accord, c'est l'opération qu'on a fait ici, mais la moyenne des PIB trimestriels, c'est le quart du PIB annuel, puisque le PIB annuel, c'est simplement la moyenne des PIB trimestriels multiplié par 4. Donc ça exprime la même chose, mais en termes trimestriels, si vous multipliez par 4, vous obtenez le PIB qui était annuel. Deuxième élément également à mettre en avant, c'est que ces données, tous les trimestres ne font pas exactement le même nombre de jours, et puis il peut y avoir des jours fériés, il n'y a pas le même nombre de jours ouvrables, il y a des variations saisonnières aussi qui sont là, qui fait qu'il y a des périodes de vacances, donc voilà, au troisième trimestre, on produit moins. On ne le voit pas dans ces données parce que ces données sont ce qu'on appelle CVS, CJO. Elles sont corrigées des variations saisonnières, donc typiquement des effets de vacances, le mois d'août on ne travaille pas beaucoup, et puis elles sont aussi corrigées des jours ouvrables, parce que chaque année les jours ouvrables sont éventuellement placés de manière différente. Si le 1er mai est un dimanche, évidemment, c'est pas la même chose que si le 1er mai est un mardi. Donc on a ces variations ici. Donc voilà, il nous manque, c'est une variable de flux, il nous manque le T3 et le T4, et puis c'est exactement ce que j'ai indiqué là, le PIB 2013, c'est juste le PIB 2013, c'est l'addition de ce qu'on a produit du 1er janvier au 31 mars, plus ce qu'on a produit du 1er avril au 30 juin, plus l'addition de ce qu'on a produit pendant l'été, donc du 30 juin au 30 septembre, 529,8, plus l'addition de ce qu'on a produit enfin du 1er octobre au 31 décembre, 531,6. Donc voilà le résultat tel qu'on l'obtient, les données telles qu'on l'a. Maintenant se pose une question, c'est à partir de ces données, comment on peut mesurer quelle mesure on peut avoir de la croissance, de la manière dont évolue la variable. Et donc, c'est réfléchir à la manière de mesurer cette évolution. Et évidemment, il y a une manière de faire qui peut être en glissement en moyenne. On va explorer différentes manières de faire qui ont des significations différentes. Bon, peut-être qu'une manière de représenter les choses, c'est si on met les données trimestrielles les unes après les autres, on obtient une certaine évolution, d'accord? Et on peut bien sûr regrouper ensuite ces évolutions éventuellement par année, l'année 2013, l'année 2014, etc. Et donc, caractériser ces évolutions, soit sous la forme de données annuelles, 2013, 2014, 2015, soit éventuellement sous une autre forme. Et puis on a une difficulté supplémentaire ici, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer au T3 et au T4 de 2016, et donc on n'a pas beaucoup d'idées sur ce qui va se passer. On va donc essayer de comprendre les différentes notions qu'on peut avoir. Comment on peut calculer des variations? Alors, un taux de variation annuel, voilà. On peut se dire, il y a 4 types de taux de variation annuel. Alors c'est un peu bizarre de dire ça de cette manière-là. Une première manière de faire, c'est finalement, taux de variation annuel, c'est comparer une année par rapport à une autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce truc-là? Peut-être que la première manière de faire, la manière assez sophistiquée, mais qui finalement une bonne manière de faire quand on parle de variation annuelle, c'est de comparer une année par rapport à une autre. Et donc, ceci, c'est juste calculer l'évolution annuelle du PIB. Et vous voyez que l'évolution annuelle du PIB, entre 14 et 13, donc voilà, vous allez comparer ces deux années, vous pouvez le calculer en fait de deux façons totalement équivalentes. Soit vous pouvez prendre ce qui a été produit en 2014 durant l'année, donc les 2141,4, les rapprocher des 2116,1, leur enlever 1 et vous obtenez la variation annuelle du PIB.
de manière complètement équivalente, parce que c'est parfaitement équivalent, il est tout à fait possible d'utiliser la moyenne des PIB trimestriels. C'est-à-dire que vous allez calculer un taux de variation de la moyenne des PIB trimestriels sur 4 années qui constituent une année. Évidemment, ces deux nous donnent exactement le même résultat, puisque simplement la moyenne du PIB trimestriel, c'est simplement le PIB annuel divisé par 4. Donc on a ici du 535,4 divisé par 529,0 moins 1, et vous obtenez une certaine valeur. Vous voyez que c'est 0,0120, donc avoir tout de suite cette gymnastique, comprendre que 0,0120, ça correspond à une augmentation de 1,2%. Une difficulté qu'on a par rapport à cette technique, c'est que vous voyez, cette technique, elle ne nous dit rien sur ce qui va se passer entre 2015 et 2016, parce que évidemment, on ne connaît pas les variables entre 2015 et 2016. Donc l'année 2016, elle est incomplète, et donc on a un problème, bien sûr, pour utiliser cette technique, pour calculer la moyenne sur la dernière année considérée. Une deuxième manière de faire, c'est faire ce qu'on appelle du glissement trimestriel, c'est de faire du glissement trimestriel. Donc c'est quoi faire du glissement trimestriel? Ça a une autre signification, c'est pour ça que je appelle ça variation en glissement. C'est typiquement, vous allez comparer, d'accord, le premier trimestre de l'année 2014 au premier trimestre de l'année 2001, de l'année précédente. Vous allez les comparer sur un an. Il s'agit bien d'une variation annuelle, parce qu'il y a un an qui sépare les deux trimestres, mais vous voyez qu'on effectue un glissement, mais qui fait qu'il y a toujours un intervalle de 4 trimestres entre deux données consécutives. Donc vous allez comparer les colonnes les unes par rapport aux autres. Donc typiquement, vous voyez que quand vous calculez ce type de glissement trimestriel, vous allez comparer, dans cet exemple, le T2 2014 par rapport à T2 2013, ça vous donne une idée de l'évolution de la conjoncture, et vous voyez que si vous faites ça, vous allez comparer le T2 2014, c'est 533,9, divisé par 529,4, moins 1, et ceci va vous donner un taux de variation qui est bien une variation annuelle, qui est bien une variation annuelle parce qu'il y a 12 mois qui s'écoulent, en fait, 12 mois qui s'écoulent entre le 1er mars 2014 et puis le 1er mars 2013 et le 1er mars 2014. Vous voyez que c'est un peu plus subtil que ça, parce qu'en fait, comme c'est une variable de flux, il faut aller jusqu'au 30 juin, donc il y a un peu plus, en fait, un an qui s'écoule au total, mais c'est bien ça qu'on a calculé, on obtient 0,085, et donc c'est 0,85%. Okay. Ce calcul-là, on peut le faire, contrairement à celui qu'on a fait précédemment, chaque trimestre. Et ceci nous donne une forme d'évolution de la conjoncture. On a l'impression qu'on va pouvoir faire des glissements comme ça et caractériser un semestre d'une année sur l'autre. Donc c'est la deuxième manière. Une troisième manière de faire, c'est encore plus conjoncturel, je vais aller dire, c'est de comparer le trimestre par rapport au trimestre précédent. Donc vous pouvez très bien comparer le T2, donc 529,4, vous pouvez le comparer au T1, donc le rapprocher du T1, le T1 c'est 525,3, vous avez ce coefficient multiplicateur, et regardez ce qui se passe. Mais ceci ne vous donne pas un taux de variation annuel, ça vous donne un taux de variation trimestriel, puisqu'il n'y a qu'un trimestre d'écart entre les deux observations. Si vous voulez l'annualiser, il faut le rendre homogène sur une période de 1 an. Donc, pour le rendre homogène sur une période de 1 an, vous allez faire comme si en fait il s'appliquait 4 fois et que donc vous allez en quelque sorte dilater le temps. Et la manière de dilater le temps, la manière exacte de dilater le temps ici, c'est tout simplement de le mettre à la puissance 4, d'accord, et de lui soustraire 1. De cette manière-là, comme il y a 4 trimestres dans l'année, vous avez une variation qui est une variation annuelle. Donc ce qu'on vient de faire, c'est une expression, on vient d'annualiser les taux de variation trimestrielle. Donc le résultat qu'on obtient, c'est ici on obtient moins 0,029, donc je vous invite à le vérifier, ce qui correspond, attention, à une baisse de moins 0,29%. D'accord, donc on a une baisse ici, rappelez-vous qu'il peut y avoir des récessions d'un trimestre à un autre, on obtient une baisse. Cette baisse, elle est calculée sur une base annuelle en fait, elle est plus faible que ça en fait, si on l'a calculée sur une base trimestrielle, mais comme on l'a mis à la puissance 4, on l'a ramené à une base annuelle. Donc si l'évolution qu'on a observée entre le T1 et les 2D 2013 se précisait ensuite, cela correspondrait sur un an à une baisse de moins 0,29%. Donc voilà une troisième manière de faire qui a encore une signification différente. Donc on a déjà 3 manières de faire. Peut-être une quatrième manière de faire, alors vous voyez, ce sera la dernière, on peut avoir à faire non plus un glissement
trimestriel, comme on l'avait vu tout à l'heure, mais un glissement sur l'année. Donc on va sommer les 4 derniers trimestres pour obtenir un PIB annuel, mais qui n'est pas calculé sur une année civile. C'est le PIB, en fait, sur les 12 derniers mois. Donc c'est un PIB annuel parce qu'il y a bien 12 mois, mais ce n'est pas un PIB annuel au sens d'une année civile. Donc vous pouvez additionner les 4 dernières valeurs, d'accord, les 4 dernières valeurs, donc le PIB sur les 12 derniers mois, et puis faire ce glissement et comparer typiquement le T3 2013 au T2 2014, donc ça correspond à 4 trimestres, au T2 2013 au T1 2014. D'accord ? Donc vous pouvez faire ce calcul-là, puis calculer un taux de variation trimestriel de ce PIB annuel glissé. D'accord ? De ce PIB annuel glissé. Alors attention, comme ce PIB annuel il est glissé, il est calculé, la variation se fait d'un semestre sur un autre, et ben, vous devez annualiser, vous devez l'annualiser. Donc vous voyez, là je fais exprès de sophistiquer un peu les choses. Évidemment cette approche elle est un peu étrange. En fait, les deux approches principales qu'on doit retenir, c'est soit le calcul sur le PIB annuel, celui qu'on a vu, calculer le taux de variation du PIB annuel, du PIB trimestriel moyen sur un an, année civile par année civile, soit faire des glissements trimestriels, mais c'est les deux manières principales. Les utilisations sont différentes. Le taux d'évolution moyen annuel, c'est un lissage de l'évolution dans une perspective de moyen terme, de combien l'économie a cru sur un an. Donc voilà. Le taux d'évolution en glissement, il permet de dégager un profil conjoncturel, d'accord, et donc de regarder comment ça évolue. Et le taux trimestriel annualisé, on va voir que il permet aussi de dégager un profil conjoncturel et permet de mesurer au cours de l'année ce qu'on appelle l'acquis de croissance. Et c'est sur cette dernière notion que je vais terminer cette séance, la question de l'acquis de croissance. D'où vient cette question de l'acquis de croissance? Donc voilà, alors je ne sais pas, j'ai peut-être d'autres éléments, voilà. Peut-être que, effectivement, avant de passer à cette notion d'acquis de croissance, c'est intéressant de réfléchir à ce qui pourrait se passer dans le cas d'une variable de stock. Le PIB, c'est un flux. Donc un flux, c'est mesuré sur une période. Un stock, c'est mesuré à un moment donné du temps. Donc le demandeur d'emploi, c'est mesuré en fin de mois ou en fin d'année. Alors ici, on a des données mensuelles. On a dispo de données mensuelles. Les données aussi corrigées des variations saisonnières et corrigées des jours ouvrables. On a des données qui sont sur une base mensuelle et qui sont des variables de stock. Quand vous calculez un taux de variation en glissement, en glissement, vous voyez que c'est plus utile en fait pour les variables de stock. Pourquoi? Parce que ce que vous allez comparer typiquement en faisant du glissement, vous allez comparer par exemple le mois de février 2011 au mois de février 2012. Et donc, quand vous allez comparer le mois de décembre au mois de décembre de l'année précédente, en fait, le taux de variation en glissement vous donnera le taux de variation annuel. Donc, c'est plus pertinent de faire des taux de variation en glissement lorsqu'il s'agit d'une variable de stock que lorsqu'il s'agit d'une variable de flux, comme on l'a fait précédemment pour le PIB. Donc, ça me semble aussi être un point qu'il faut retenir à chaque fois, avoir cette différence entre stock et flux et comprendre que c'est pas du tout la même chose, parce qu'effectivement ici quand vous faites un glissement annuel sur des données, un glissement mensuel sur des données, un glissement annuel sur des, un glissement mensuel sur des, un glissement annuel sur des données mensuelles, vous obtenez bien un taux de variation annuel. Donc voilà. Taux de variation glissement annuel, c'est ce que je dis ici, c'est la variation sur les 12 derniers mois, donc vous comparez en fait une colonne à une autre, et vous obtenez bien un taux de variation du chômage sur l'année civile, du moins lorsque vous comparez le 31 décembre au 31 décembre, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc un taux de variation moyen annuel est évidemment un taux de variation au glissement ici est pertinent pour une variable de stock, mais en revanche, ça n'aurait strictement aucun sens de faire ce qu'on a fait précédemment pour le PIB, c'est-à-dire de calculer un taux de variation en moyenne annuelle. Évidemment, ça n'a aucun sens d'additionner les chômeurs à la fin de chaque mois et de les diviser par 12, comme on l'a fait pour le PIB. Donc la notion qu'on utilise, elle dépend du fait de savoir si la variable est une variable de flux ou une variable de stock. Un taux de variation moyenne annuelle n'a aucun sens pour une variable de stock, tout qu'un taux de variation en glissement n'a pas non plus beaucoup de sens pour une variable de flux. Donc
je vous demande de faire attention à ça et à chaque fois de vous poser la question de savoir à quoi sert ça. Bon, dernière notion que l'on va voir, donc c'est ces notions de acquis de variation et d'effet report. On revient à mes données de PIB, donc des données de flux, cette fois sur les 4 années, et puis on a cette question qui est que, effectivement, on veut chercher à suivre la conjoncture, mais on est au mois de septembre, et les données du 3e trimestre ou du 4e trimestre ne sont pas encore disponibles. Alors, on veut suivre la conjoncture, en fait, au jour le jour. Que peut-on dire de l'année 2016, en sachant qu'on a des données incomplètes, qu'on est au mois de septembre 2016, et on veut déjà dire quelque chose sur l'année 2016. Il faut comprendre que une manière de compléter les choses, c'est simplement de se dire la chose suivante, ça serait de se dire, on ne connaît pas encore les valeurs pour le T3 et le T4 2016, mais finalement, on pourrait faire comme si, on pourrait se mettre dans une situation hypothétique, où au T3 et au T4 2016, on produirait comme on a produit au T1, à la dernière donnée disponible, qui est le T2 2016. Donc on se dit, la meilleure information que l'on a sur ce que l'on va produire au 3e trimestre et au 4e trimestre de 2016, comme on ne l'a pas, cette meilleure information, c'est ce qu'on a produit le trimestre précédent, parce qu'on pense que, quelque part, on va prolonger, non pas la tendance, mais on va prolonger le niveau. Donc on peut calculer la moyenne de 2016 avec le maintien du PIB en T3 et T4, et c'est exactement ce que font les conjoncturistes. Donc les conjoncturistes se disent, tiens, on va calculer la moyenne, mais en maintenant le PIB en T3 et en T4 à sa valeur du T2, c'est-à-dire 554, non pas 0,9, mais 0,6 ici. Et puis, on va pouvoir comparer cette valeur de 555,2 à 545,3. Ce qu'on vient de faire ici, c'est faire ce qu'on appelle un calcul d'acquis de variation. En fait, c'est compliqué de calculer un taux d'intérêt annuel, un taux de croissance annuelle. Parce que quand vous calculez un taux de croissance annuel du PIB sur une année, du PIB annuel, taux de croissance du PIB annuel sur une année, vous comparez en fait ce qui s'est passé du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 avec ce qui s'est passé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Donc en fait c'est quelque chose qui incorpore 2 années d'observation. Hein, 2 années d'observation de ce PIB en question. Et ça c'est vrai parce que c'est une variable de flux. Ce qu'on appelle l'acquis de variation, c'est précisément le calcul que l'on vient de faire. L'acquis de variation du taux de croissance annuel à la fin du 2e trimestre, c'est ce que on obtiendrait comme croissance annuelle si la conjoncture se maintenait au T3 et au T4. Donc c'est ce que l'on obtient précisément en utilisant comme donnée manquante la dernière observation disponible de la variable en question. Donc cet acquis de variation, on le calcule tout simplement en comparant 555,2, qui est la moyenne des PIB annuels, annuel sur 2016, en maintenant le niveau du PIB à la dernière observation, donc en faisant comme si T3 et T4 étaient égal à T2, divisé par ce qu'on a produit en 2015 en moyenne, moins 1, et si vous faites ça, vous obtenez 1,76%. Et ceci correspond exactement à ce que les conjoncturistes appellent l'acquis de variation. C'est en quelque sorte une croissance qui est déjà acquise si les 2 dernières données manquantes sont le même niveau que la dernière donnée disponible. C'est ça l'acquis de variation. Donc je donne la définition. L'acquis de variation d'une variable trimestrielle pour une année n correspond au taux de variation de la variable entre l'année n-1 et l'année n que l'on obtiendrait si la variable demeurait jusqu'à la fin de l'année n au niveau du dernier trimestre connu. D'accord ? Au niveau du dernier trimestre connu. Vous remarquerez subtilement que ceci n'a de sens que pour une variable de flux, parce que pour une variable de stock, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire une moyenne. Ça n'a aucun sens de faire une moyenne des chômeurs à la fin de chaque mois pour en déduire quelque chose sur le nombre moyen de chômeurs dans l'année. Ce qu'il faut, c'est regarder les chômeurs au 31 décembre. Donc évidemment, c'est pas la même notion qui est importante dans ce cas-là. Autre question intéressante, c'est que vous voyez que le raisonnement qu'on vient de faire, on peut le généraliser et on est capable déjà au 1er janvier 2015 de mesurer l'acquis de variation
l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015. Et ça, c'est une notion un peu étrange. Imaginez qu'on cherche à répondre à cette question. Quel est l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015 ? Ce que vous faites, c'est que vous faites comme si on se met dans une situation fictive où les données pour 2015 ne sont pas disponibles. On ne connaît pas ce qui va se passer au T1 2015, T2 2015, T3 2015 et T4 2015. Donc on fait comme si en fait ce qui va se passer au T1 2015, T2 2015, T3 2015 et T4 2015, c'était la dernière valeur connue. Et la dernière valeur connue, c'est 538,3, c'est le 4e trimestre 2014. Donc si vous devez calculer l'acquis de variation au 1er janvier 2015, c'est une question un peu bizarre, l'année 2015 n'a même pas commencé, qu'on explique qu'il y a déjà un acquis de variation, il y a déjà un acquis de croissance. C'est quand même un peu surprenant. Bah oui, vous pouvez le faire en calculant quoi ? En comparant la production moyenne de 2014, donc 535,3, à ce que vous pensez être la production moyenne de 2015, qui correspond à la dernière donnée disponible, c'est-à-dire à 538,3. Et vous en déduisez quelque chose qui est l'acquis de variation de 2015 au 1er janvier 2015, c'est-à-dire avant même que l'année ait commencé, vous avez déjà un acquis de variation alors que vous n'avez aucune idée de la croissance. Simplement, on a compris l'idée, c'est qu'on a remplacé tous les trimestres de l'année 2015 sur lesquels on n'a pas de données par le dernier trimestre de l'année 2014, qui a un niveau de production qui est supérieur à la moyenne. Et donc on obtient ici une variation qui est de 0,54%. Donc il y a déjà 0,54% qui sont déjà acquis au 1er janvier. Donc c'est une notion un petit peu étrange. Donc voilà, enfin, on a un complémentaire, c'est que, regardez le calcul qu'on vient de faire. Ici, on vient de faire un calcul qui a consisté précisément à regarder l'acquis de variation 2015, c'est celui-là, l'acquis de variation 2015, au 1er janvier 2015. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Encore une fois, on a comparé le PIB moyen en 2014 à la dernière valeur disponible, le dernier trimestre de 2015, et qu'on a utilisé pour calculer la production de 2015. Donc ça, c'est le fameux 0,54% que j'ai mis là, d'accord ? Bon, vous avez compris que, en fait, le taux de croissance entre 2015 et 2014, qui est juste égal à quoi ? C'est quoi le taux de croissance entre 2015 et 2014 ? C'est juste égal à 545,3 divisé par 535,4. Ceci, c'est le coefficient multiplicateur entre 2015 et 2014. Vous voyez que vous allez comparer la moyenne des PIB trimestriels de 2015 par rapport à la moyenne des PIB trimestriels de 2014, vous obtenez un certain résultat. Alors, en fait, vous pouvez toujours décomposer ça. Vous voyez que vous avez un premier effet qui est l'acquis de variation, c'est 535,4 divisé par 538,3, ou plutôt l'inverse, 538,3 divisé par 535,4, c'est l'acquis de variation. Évidemment, si vous voulez que ça marche, d'accord, il vous faut le multiplier par 545,3 divisé par 538,3. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de report. La croissance effective, c'est un acquis de variation plus un effet report. Donc ça, c'est juste du vocabulaire de conjoncturiste, mais la notion qui est importante pour nous, c'est de retenir que pour une variable de flux, donc sur lequel on va calculer des PIB, des moyennes sur des variations annuelles sur des moyennes, on est capable de dire dès le 1er janvier qu'il y a une partie de la variation qui est déjà acquise, parce que simplement on reproduit les trimestres manquants par le dernier trimestre disponible, et donc on est capable de décomposer la croissance totale en un acquis de variation et ensuite un effet de report. Donc j'ai mené ici ce calcul jusqu'au bout. Vous voyez que la variation, elle vaut 1,84%, ça c'est le taux de croissance entre 2015 et 2014, d'accord. Une partie de cette croissance, paradoxalement, était déjà acquise dès le 1er janvier 2015, et puis l'autre partie, elle, est acquise ensuite, et c'est ce qu'on appelle l'effet report, et ici cet effet report est de 1,319%. Donc on obtient bien ce résultat-là, hein. Vous voyez, la variation annuelle, elle est de 1,84%, d'accord, et on a un effet report
Ah, j'ai mis 13-12 là, alors là c'est pas 13-12, hein, c'est 15-14, voilà, 15-14. On a un effet report qui est de 0,54%, et puis un deuxième effet report, un effet report qui est de 1,319%, et puis un effet propre qui est de 0,54%. Voilà, bon, je reprendrai cette dernière explication parce que l'effet propre, en fait, voilà, on a un effet propre à l'année 2015, c'est ça, je l'ai peut-être mal dit. Le taux de variation en moyenne annuelle entre 2014 et 2015 est obtenu en combinant l'acquis de croissance, d'accord, au 1er janvier 2015, et puis l'effet propre à l'année 2015. Donc voilà comment on a décomposé les choses, d'accord. Donc on a un acquis de croissance, et puis un effet report. Bon, c'est peut-être pas très clair sur la fin, je reprendrai ça lors de notre prochaine séance. Je vous remercie de votre attention.